La logique des réserves de biosphère, elle est assise quand même sur des structures porteuses animatrices de territoire qui sont très différentes. On s'aperçoit qu'on a régulièrement les parcs naturels régionaux parce que voilà, il y a aussi un travail qui est fait entre l'homme et le territoire, les parcs nationaux, d'autres structures comme des conseils de développement qui travaillent aussi sur ces aspects-là. Et dans la construction et l'élaboration des projets de réserves de biosphère, on a systématiquement des zones de cœur de nature, des zones tampons, dans lesquelles on identifie des secteurs qui sont à enjeu, voire à grands enjeux pour la préservation de la biodiversité. Et le fait de rentrer dans les réserves de biosphère, quand on a les recommandations du Conseil international de coopération de l'UNESCO qui décide si on est en capacité ou si le projet qui est déposé est de nature à intégrer le programme Man and Biosphere, on a des préconisations qui nous incitent à renforcer la connexion entre les espaces naturels, certaines protections qui peuvent dire aussi que le niveau de protection dur de la réserve de biosphère peut être insuffisant. Et du coup, on a des recommandations qui nous guident et qui nous orientent et qui nous poussent et qui poussent aussi les élus des territoires à aller plus avant sur la préservation de la biodiversité. Pour prendre un exemple concret, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser dans les réserves de biosphère pour gérer la nature. Il y a les terrains propriétés des départements, il y a des réserves naturelles, il y a des espaces naturels sensibles, il y a des protections du conservatoire du littoral ou des acquisitions qui sont faites par lui. Dans la réserve de biosphère du Marais Audomarois, on a la chance d'avoir des périmètres de promotion du conservatoire du littoral qui ont permis par exemple d'acheter une ferme d'une centaine d'hectares il y a 6 ans, dont le parc gestionnaire et coordinateur de la réserve de biosphère avec l'agglomération est gestionnaire, et sur laquelle on mène un certain nombre d'actions qui sont des solutions fondées sur la nature, mais qui sont en fait de la restauration de milieux. On avait des prairies qui étaient très dégradées, qui avaient été abandonnées par l'agriculteur, qu'on a repris progressivement, qu'on a remis en pâturage et en fauche, parce que l'objectif était de maintenir des paysages typiques et avec des acteurs locaux que sont les éleveurs. Donc on a aujourd'hui 2 éleveurs impliqués à nos côtés, et grâce à eux on a remis des choses en place, on a remis des pratiques de pâturage, de fauche, qui ont permis de revoir les prairies revenir. Alors ça s'est fait au détriment de certaines espèces qui préféraient les friches ou les roselières. Ça s'est fait aussi en tenant compte de ces espèces-là pour éviter de ne faire qu'une gestion simple et unique et dans laquelle on aurait perdu ces espèces. Et on a essayé de concilier du coup les deux et en même temps de compléter avec des inventaires la connaissance. Et on est passé du coup en 5 ou 6 ans de 200-250 espèces qui étaient dûment recensées à aujourd'hui quelque chose comme 800 espèces, et on pense qu'on finira l'année à plus de 1000. Et dans chacun des groupes qu'on a étudiés, que ce soit les poissons, les orthoptères, les araignées, les oiseaux, les plantes, les mollusques, on a des espèces qui sont dans les annexes 2 de la directive Habitat ou qui sont dans les listes rouges des espèces protégées au niveau national ou régional, et qui du coup confortent complètement les dispositifs de protection et de gestion qu'on a pu développer depuis des années.